Bonjour humains. Aujourd'hui, on va vous parler de représentation LGBT dans les séries. Commençons par une évidence, le terme LGBT a été inventé récemment. Mais les personnes non hétérosexuelles, qu'on peut également appeler queer pour englober toutes les autres orientations sexuelles et de genre, elles ont toujours existé. Si je vous dis Lesbos, Alexandre le Grand ou encore les guerriers de Sparte, on ne doit pas vous faire un cours d'histoire, mais vous savez sans doute qu'avant que les chrétiens n'imposent leur morale, les relations homosexuelles étaient normales dans la Grèce antique, même si c'était dans un cadre bien précis. Même sous la domination des catholiques, on connaît plusieurs rois en Europe qui avaient des relations très proches avec leurs favoris. En ce qui concerne le frère de Louis XIV par exemple, on a même des traces écrites de plusieurs de ces histoires d'amour avec des hommes. Si on veut parler un peu de l'ancêtre des séries, il y a depuis le XVe siècle une tradition de travestissement dans le théâtre, puisque les femmes n'ont longtemps pas eu le droit d'être actrices professionnelles. Ce qui donnait parfois aux auteurs l'occasion de brouiller un peu les frontières entre les genres. Bref, même si certains peuvent penser que tout ça est une mode récente, c'est évidemment faux, les personnes queer ont juste vécu cachées pendant très longtemps. Les débuts de la télé ne changent pas ça, puisque les productions étaient très réglementées. Le code Hays, qui est resté en vigueur de 1930 à 1966, interdisait aux États-Unis tout ce qui porterait atteinte aux valeurs morales du spectateur. Autant vous dire que ce qui sortait de la jolie famille Cato avec un papa, une maman et 2 enfants blonds et gentils, ça passait pas. Hein. Petit à petit, on a des personnages queer, mais attention, ils ne peuvent être montrés que de manière défavorable. Donc on a des personnages pervers, méchants et qui meurent très vite, en souffrant de préférence. Il faut donc attendre 1972 pour voir un téléfilm qui présente un homosexuel de manière positive. En 1977, un soap-opéra appelé Soap, ils se sont creusé la tête pour celui-là, dis donc. Hein. Donc Soap crée Jodie Dallas, un personnage queer qui reste des années dans l'histoire. Il mélange homosexualité, travestissement et transidentité n'importe comment, mais bon. On a le premier papa gay à l'écran, on va essayer de pas trop critiquer. Oui, vous remarquez, on parle beaucoup d'hommes là. Apparemment, ils ont longtemps cru que les femmes ne pouvaient pas se passer d'hommes. Ah les débiles. Il faut attendre 1986 pour avoir un premier personnage lesbien notable dans Hill Street Blues pendant 2 épisodes. Bref, la première fois que la plupart d'entre nous ont vu des lesbiennes marquantes à l'écran, c'était dans Friends, dans les années 90 quoi. Et encore, ils n'avaient pas le droit de s'embrasser même le jour de leur mariage. Et côté homme gay, on avait une flopée de meilleurs amis gays qui n'avaient pas le droit à une vraie personnalité en dehors de ça. Super. Et oui, c'est pas la peine de mentionner les transgenres, hein, parce que... Bon, vous l'aurez compris, même dans les années 90, c'était encore super compliqué de montrer une histoire avec des personnages LGBT à l'écran, donc beaucoup de scénaristes avaient recours au queer coding. Le queer coding, c'est le fait d'inclure des clichés associés aux personnes queer dans le comportement et ou l'apparence d'un personnage de fiction. Comme ça, pas besoin de le dire vraiment, tous les indices sont là pour ceux qui savent les voir. Disney est un grand spécialiste du queer coding, parce que même si le code Hays n'était plus officiellement en vigueur, le contenu destiné aux enfants était particulièrement surveillé, et l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Par exemple, le capitaine Crochet est un méchant assez flamboyant dans Peter Pan. Il a une garde-robe bien colorée et un tout petit chien. On est bien dans le cliché hein, quand même. Scar, le méchant dans le Roi Lion, a lui une manière de parler assez maniérée, un des clichés qu'on associe à l'homosexualité masculine notamment. Le meilleur exemple, c'est Ursula, la méchante dans La Petite Sirène. L'apparence et sa manière de s'exprimer ont été inspirées de la célèbre drag queen Divine. On commence à voir des personnes queer à l'écran, certes, et pourtant on tente encore d'effacer leur voix, via des modifications dans les sous-titres ou les doublages. France TV a fait un documentaire sur le sujet qui nous a d'ailleurs inspiré cette vidéo. Ça s'appelle Homo en France. Ils expliquent que même si aux États-Unis notamment, on commence à mettre des personnages queer au centre du scénario, la traduction française choisit de les effacer. Un des exemples les plus connus se trouve dans la série Dynasty, dans un épisode de 1981, où Steve fait son coming out à son père en lui disant qu'il est gay. Dans le doublage français, c'est remplacé par « Je suis malade ». Comme on le voit avoir des relations amoureuses avec des hommes après, je m'interroge franchement sur l'intérêt de changer ce mot avec un choix aussi dégueulasse en plus. Dans un épisode de Buffy contre les vampires, Willow dit en VO qu'elle est lesbienne. C'est traduit en VF par des tendances pas très nettes. Encore une fois, un changement parfaitement inutile, puisque 2 saisons plus tard, Buffy nous offre la première scène de sexe lesbien à la télévision mainstream,
Et là, les traducteurs, ils pouvaient pas y faire grand-chose. Hein. Désolée. On peut aussi citer Sailor Moon, qui transforme, grâce à la magie du doublage, un couple d'hommes Zoézite et Kunzite en 2 frères. Ça aurait pu créer des scènes gênantes, je trouve, mais bon, faut pas demander aux homophobes de réfléchir trop dur non plus. Aujourd'hui, la représentation des personnes LGBT a fait du chemin et est de plus en plus normalisée. Certaines critiques restent tout de même très présentes et on va essayer d'y répondre. Critique numéro 1, c'est un mode de vie hyper sexualisé. Alors déjà, personne ne vous demande de faire pareil, tout va bien là-dessus. Certaines personnes ont une sexualité très active, d'autres non et c'est ok. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Ensuite, en dehors du fait que ce soit complètement exagéré, on n'entend cette critique que lorsqu'il s'agit de personnages LGBT. Il existe de nombreuses séries très récentes ou plus anciennes où des personnages ont un mode de vie extrêmement sexualisé. On peut citer par exemple le personnage de Hank Moody dans la série Californication. Si les addictions du personnage sont nombreuses, notamment la drogue et l'alcool, et sont souvent dépeintes comme nocives pour le personnage, son addiction au sexe, elle, n'est qu'un prétexte pour créer des situations rocambolesques. Autre exemple, dans la série How I Met Your Mother, le personnage de Barney Stinson a de nombreuses conquêtes féminines. Il y a même un épisode sur ça, Perfect Week, une semaine où il couchera chaque soir avec une femme différente. Pourtant, malgré certains aspects de ce personnage qui sont moqués par ses amis, régulièrement, son mode de vie hypersexualisé n'est que rarement remis en cause et jamais par ses amis hommes. Le point commun entre ces deux exemples, on parle de personnages qui sont des hommes hétérosexuels. Remplacer Hank Moody par une femme lesbienne et Barney Stinson par un homme bisexuel, et au niveau des réactions, ce sera pas la même limonade. C'est un problème d'hétéronormativité. L'hétéronormativité peut se définir comme l'ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée. Elle implique la présomption que toute personne est hétérosexuelle et la considération que l'hétérosexualité est idéale et supérieure à toute autre orientation sexuelle. L'hétéronormativité inclut également le fait de privilégier une norme d'expression des genres binaires qui définit ou impose les conditions requises pour être accepté ou identifié en tant qu'homme ou femme. Socialement, les normes hétérosexuelles doivent être représentées et tout ce qui en dévie n'est plus acceptable. On parle ici de représentation LGBT, mais c'est un problème également sexiste. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un homme à femme, tandis qu'une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est... Je vous laisse répondre à la maison. Critique numéro 2. Pensez aux enfants. Un des arguments tout pétés qu'on entend souvent, c'est qu'il ne faut pas exposer ça aux enfants. C'est quand même un argument qui me laisse complètement perplexe parce que par contre, quand il s'agit de couples hétéros, évidemment ça ne pose aucun problème. Là aussi, c'est un problème d'hétéronormativité. Par exemple, personne n'est surpris quand un prince Disney embrasse sa princesse Disney. Par contre, quand il s'agit de 2 femmes ou de 2 hommes, il ne faut pas montrer ça à de jeunes enfants. Comme si c'était choquant et anormal. Tous les parents laissent leurs enfants regarder les dessins animés de chez Disney alors qu'il y a quand même des moments carrément douteux. On en parle de la notion du consentement pour Blanche-Neige et la Belle au bois dormant qui se font embrasser en étant endormis. Super message pour les gamins, vraiment, mais bon, tout va bien puisque c'est hétéro. Ce qui est fou, c'est que les enfants sont sexualisés dès le plus jeune âge. Ce n'est pas choquant de demander à un garçon de 5 ou 6 ans s'il a une petite copine. Ça devrait choquer, mais on est tellement dans l'hétéronormativité que ça paraît normal. C'est donc assez curieux de parler de sexualiser les enfants en leur montrant une histoire d'amour entre 2 personnes du même genre, alors que la société entière leur impose des normes hétéronormatives et des règles genrées dès leur naissance. En lui mettant une petite barrette dès qu'une fille possède 3 petits cheveux sur la tête par exemple. Et tout ça a une influence énorme sur l'image que les enfants vont développer de l'amour, mais aussi de l'estime de soi, que ce soit chez les enfants, les ados et les jeunes adultes aussi d'ailleurs. Comment s'accepter et trouver sa place dans une société qui te rejette ? Comment développer l'empathie et l'ouverture d'esprit chez les enfants si on refuse de leur montrer que l'amour est beau, peu importe la forme qu'il prend, que chaque personne est parfaite, peu importe si son genre est différent de celui qu'on lui a assigné à la naissance. La fiction participe à forger notre vision du monde et de nous-mêmes. La représentation dans les œuvres de fiction est importante parce que si on se reconnaît dans un personnage qu'on admire, on va pouvoir mieux se comprendre et s'épanouir. Si on ne se reconnaît nulle part, il est possible de se sentir dévalorisé et donc éprouver le besoin de cacher qui l'on est. Ça peut mener au mal-être, voire, dans le pire des cas, au suicide. Il est important de rappeler que l'homophobie, la biphobie et la transphobie tuent. Se sentir différent de la norme tue. Les plus jeunes sont les plus menacés par ça. On peut mentionner le cas de Lucas, un adolescent homosexuel de 13 ans qui s'est suicidé en janvier 2023 suite au harcèlement dont il était victime. Il n'est malheureusement qu'un cas parmi tant d'autres. L'enjeu est donc là. Normaliser toutes les formes d'amour permettrait de mettre en sécurité vos enfants, vos amis, bref, tout le monde. Du coup, ça vaut peut-être le coup d'endurer une série avec 2 garçons qui tombent amoureux, non ?
Tout n'est pas à jeter, on vous rassure. Malgré toutes ces critiques et les discriminations ambiantes de notre société, on a le droit aujourd'hui à une représentation plus large des personnes LGBT où la sexualité n'est pas le focus majeur. Entendez par là qu'un personnage n'est pas forcément défini par sa sexualité, et c'est carrément une bonne chose. On arrive enfin à des histoires d'amour tout à fait mignonnes avec des personnages qui se trouvent ne pas être hétéros, comme la série Heartstopper sur Netflix qui a connu un vif succès. Il paraît même que Fanny aime bien. Mais tu comprends pas, Dodo, c'est la meilleure histoire du monde, ils sont beaucoup trop mignons, tous les deux ils s'aiment tellement fort, et Nick il ressemble à un Golden Retriever, c'est beaucoup trop mignon. Lorsque Netflix se lance dans la production de séries originales, elle met en avant une série particulièrement queer. Dans Orange is the New Black, on retrouve énormément de personnages queer, et notamment le personnage de Sophia, interprétée par Laverne Cox, une actrice transgenre qui deviendra d'ailleurs la première femme transgenre à faire la couverture de Time Magazine en 2014. On peut également parler de Sex Education, où le personnage du meilleur ami gay a le droit d'avoir une vraie personnalité et histoire, au point de prendre le dessus sur les autres parfois, parce qu'il est vraiment trop génial. Dans cette même série, à travers les personnages de Cal et Layla, Sex Education met également en avant des personnages non-binaires. Ou alors de la saison 3 de Master of None, qui est une très belle autopsie d'un couple de femmes en huis clos dans leur maison de campagne. Plus récemment, on ne peut que vous recommander Our Flag Means Death, une série de pirates queer. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ça a l'air incroyable juste en disant ça, et ça l'est. Côté animation, on sort enfin du queer coding de Disney avec les superbes séries Steven Universe et She-Ra, par exemple, qui présentent des personnages queer de manière 100% naturelle, et c'est tellement rare. Parfois, la sexualité ou l'identité de genre d'un personnage sont suffisamment suggérées pour qu'une partie de l'audience le comprenne sans que ce soit forcément dit à l'écran, et encore moins nécessaire pour l'histoire. On s'éloigne brièvement des séries, mais je pense notamment au personnage de Gwen Stacy, Spider-Gwen, dans les films d'animation Spider-Verse. Est-ce qu'on en dit plus? C'est peut-être un spoiler en fait. Bon, dites-nous en commentaire si vous avez capté de quoi on parle, ça sera plus simple. Bon, pour répondre au titre de la vidéo, beaucoup d'exemples qu'on a cités en positif sont des séries diffusées sur Netflix. Et oui, si on déroule l'histoire comme on vient de le faire, on peut se dire qu'il y a beaucoup de personnages LGBT dans les séries Netflix. Mais si on prend en compte l'ensemble de l'immense production de fiction à la télé, ça reste bien peu. Et surtout, tant que ça continue à choquer, c'est qu'il n'y en a pas assez. On l'a dit, la représentation c'est très important pour que les personnes LGBT aient les mêmes chances d'avoir une bonne estime de soi et une vie en sécurité que les hétéros pour changer. Après tout, l'homosexualité n'a été retirée de la liste des maladies mentales qu'en 1990 par l'OMS, et la transidentité c'était en 2018 seulement. L'homosexualité reste illégale dans de nombreux pays, et ne parlons même pas des discours dégueulasses qu'on entend de plus en plus fort en ce moment autour des personnes transgenres. Et même en France, la légalité ne veut pas dire acceptation pleine et totale. Le 17 juin 2023, une énorme banderole anti-LGBT a été accrochée à une grue le jour de la Pride à Rennes. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le mois des fiertés est important, la journée de lutte contre les LGBT-phobies du 17 mai en France est importante tant que l'égalité totale n'aura pas été atteinte. Alors, on dit merci à Netflix pour son service? Ouais. On est bien conscient que les entreprises comme Netflix ne sont pas altruistes et qu'elles se font du fric sur le dos de causes comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle du pinkwashing. Elles s'offrent une image positive alors qu'elles n'agissent pas du tout personnellement pour les personnes queer. Mais quand même, ça reste important. Malgré tout, ces boîtes aident à mettre en avant des personnes queer devant et derrière la caméra qui peuvent raconter leurs histoires et leurs parcours. Alors si vous ne l'aviez pas encore deviné, nous on est plutôt pour qu'il y ait plein d'autres personnages LGBTQIA+, dans les séries Netflix, Prime Video, voire même Disney. On peut rêver. Un jour peut-être les intolérants auront disparu et les queers et les hétéros auront le même statut aux yeux de tous. Mais en attendant, il y a encore un peu de boulot. Alors, continuez de créer? Allez, salut les nerds! Salut toi. On peut rigoler ici, vraiment, on est... Est-ce que tu veux dire, Fanny, qu'on peut plus rien dire? On peut plus rien dire. Là, je channel mon inner Fanny, pour te le dire, pour avoir l'air blasé et énervé en regardant une caméra. Oh, non, je fais pas pipi, je suis en train de tourner une vidéo. I'm an actor. On sait tous sur le mot Disney. Hein. Ces gros bâtards de Disney. Ça, là, ils ont regardé Star Wars. Et Marvel, c'est nul maintenant. Ça m'arrive, tu vois, d'être modéré. Comme quoi. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je parle du fait de la transphobie dessus, mais oui, parle-moi de soleil. Toudoum.